Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate TTSO IFRI qui décortique l'actualité politique américaine chaque semaine. Je suis Laurence Nardon et cette semaine, je ne suis pas avec Romain Dessalles parce que j'ai invité l'ambassadeur Gérard Haro à nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Gérard, je crois qu'on va être sur une first name basis aujourd'hui. Nous vous invitons dans la série de nos podcasts sur des livres qui viennent de sortir. Et le vôtre, en l'occurrence, est Leçons de diplomatie, qui est sorti quand déjà ? Mi-octobre. Alors, ça n'est pas uniquement sur les États-Unis, mais vous en parlez quand même beaucoup, on va y venir tout à l'heure. D'abord, un mot de présentation pour nos auditeurs, enfin les malheureux qui ne vous connaîtraient pas encore, parce que vous êtes assez médiatique, vous êtes assez présent sur Twitter encore, je crois. Oui, trop présent. Je me dirais prisonnier d'une drogue qui s'appelle Twitter. Mais en même temps, j'aime bien d'abord c'est une source d'information extraordinaire. Absolument. Vraiment. Et puis, j'ai toujours pensé que mon travail ou ma mission ou ma fonction, c'est d'essayer d'entretenir un dialogue avec les citoyens parce que c'est vrai que la diplomatie, c'est un peu étrange et je sens bien que la logique du diplomate n'est pas toujours comprise par ce citoyen. Nous sommes beaucoup plus ridiculisés qu'écoutés. On va en reparler justement à propos de votre livre, mais juste pour terminer la présentation, vous n'êtes pas que sur Twitter, vous avez une longue carrière de diplomate, une carrière extrêmement prestigieuse qui vous a mené à la fin à être ambassadeur de France à Washington, de 2014 à 2019, donc vous avez fait l'essentiel de la campagne et du premier mandat de Trump. Et depuis, je crois, vous écrivez des livres, principalement. Vous en écrivez même beaucoup. Oui, c'est mon 6e livre, en 6 ans. C'est une bonne production. En ce qui concerne les États-Unis, j'ai fait aussi une biographie d'Henry Kissinger. Mais c'est un fait, j'ai besoin d'écrire. C'est chez moi un besoin et un amour de la langue française. Et donc, je suis déjà en train de me dire, mais quel sera le 7e ? Ah ben, je vous poserai la question tout à l'heure, j'espère que vous avez une réponse. Ayant lu la plupart de vos ouvrages, celui sur Kissinger et puis celui sur la diplomatie française dans les années 20 et 30, nous étions seuls, je peux dire aux auditeurs qui n'auraient pas encore découvert vos écrits que vous avez une prose extrêmement agréable à lire et fluide. Donc c'est vraiment, en plus, sur le fond, sur des sujets très importants. Alors, j'ai prévu quelques questions pour vous. La première ne porte pas encore sur les États-Unis, ce sera pour les suivantes. C'est sur le titre même de votre ouvrage, Leçons de diplomatie, et sur l'objectif. Vous semblez vous adresser dans beaucoup des pages de ce livre aux citoyens. Vous en avez déjà dit un mot il y a une minute. Et ma question est la suivante. Vous vous intéressez donc aux citoyens. Pourquoi ? Comment ? Est-ce que vous vous adressez aussi aux jeunes gens qui voudraient embrasser la carrière de la diplomatie ? Le problème auquel le diplomate se heurte, c'est que face à une crise, le citoyen réagit d'une certaine manière comme il réagirait dans ses relations interpersonnelles. Il pense qu'il faut punir le méchant et défendre le bon, il faut que le bien triomphe, que l'agresseur soit puni. Et cela, on peut le comprendre parce que dans la vie réelle, si j'ose dire, notre vie, si nous faisons face à des situations comparables, mutatis mutandis, nous allons voir le commissariat de police, nous allons voir le juge et nous demandons finalement à la justice d'assumer notre défense. Or, et c'est là la différence fondamentale, dans les relations internationales, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme, c'est une jungle. Il y a l'ONU quand même. Mais l'ONU n'est pas un gendarme. Et d'ailleurs, l'ONU ne l'a jamais été du fait de l'usage du recours au droit de veto des grandes puissances. Et donc, la logique du diplomate est fondamentalement différente de celle du citoyen. Et je crois que cela conduit finalement à un malentendu. Le citoyen disant soit le diplomate est faible, soit le diplomate est cynique. Eh bien non, le problème, par exemple, face à l'agression russe en Ukraine, vous avez que deux choix. Soit vous faites la guerre aux côtés des Ukrainiens, vous allez vous battre aux côtés des Ukrainiens, soit vous négociez avec l'agresseur. Mais il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et le citoyen ne veut pas le voir. Le citoyen dit, mais c'est pas possible de négocier avec Poutine, c'est pas possible de négocier avec l'agresseur, ce n'est pas possible de récompenser l'agresseur. Eh bien oui, c'est ça la réalité des relations internationales. Ce n'est pas possible, mais parfois, c'est la seule manière de mettre un terme à la guerre.
Et c'est là que le diplomate a tout son rôle, dans ces négociations, même avec des méchants. Exactement. Le diplomate, il doit parler au diable. Et alors, il y a une deuxième, au fond, une deuxième approche qui justifie mon livre. Celle-là, c'est envers les dirigeants, les princes qui nous gouvernent. Parce qu'on oublie souvent que ce ne sont pas les diplomates qui font la politique étrangère, c'est le pouvoir politique. Je vous interromps parce que justement, je voulais vous poser maintenant une question qui est brûlante et je pense que vous allez pouvoir du coup apporter une réponse. Beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui, les dirigeants n'ont qu'à décrocher leur téléphone pour parler aux autres dirigeants, qu'il y a énormément de presse qui circule et que, au final, les ambassadeurs ne servent plus à grand-chose. Alors, je suis sûre que vous avez une réponse. Et le problème, c'est que c'est une remarque extrêmement juste, c'est que nous avons donc des dirigeants politiques qui ne comprennent pas qu'il y a une différence fondamentale entre politique étrangère et diplomatie. Les dirigeants politiques définissent la politique étrangère du pays, c'est ça la Constitution, c'est là la loi, et je n'ai absolument aucune objection. Mais ensuite, eh bien, il faut mettre en musique cette politique étrangère. Je donne toujours cet exemple parce qu'il m'avait beaucoup frappé. À un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le président de la République et la chancelière Merkel avaient eu l'idée d'inviter Vladimir Poutine à un Conseil européen. Bon, pourquoi pas? Ça, c'est la décision des autorités politiques. Mais si on avait demandé au diplomate, le diplomate aurait dit, bon, peut-être, mais avant d'en parler publiquement, il faut certainement aller à Varsovie, parce que c'est un sujet tellement existentiel pour la Pologne qu'on ne peut pas, simplement, ils ne peuvent pas l'apprendre par le journal du matin. Alors, évidemment, on n'a absolument pas préparé les Polonais. Évidemment, les Polonais, aussitôt sont rentrés dans leurs tranchées, ont mis le casque lourd et ont dit « il n'en est pas question ». Vous voyez, c'est un petit exemple, mais cet exemple, je pourrais le multiplier ad libitum. Il y a une manière de mettre en musique une politique étrangère. Il faut parler aux gens, il ne faut pas les surprendre. Et alors, vous savez, les dirigeants français sont les spécialistes. Et alors là, tout président de la République confondu, d'annoncer leur initiative géniale au journal de 20 heures. Et vous avez tous nos partenaires qui l'apprennent par la presse. Ça passe très mal. Ça se passe très mal. Et ensuite, vous avez les malheureux ambassadeurs sur place qui rament comme des malheureux pour expliquer une initiative dont ils n'ont d'ailleurs même pas été informés. Voilà, donc c'est cette articulation politique étrangère qui est, en France, elle est très clairement aux mains du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, et il l'assume. Et je ne connais pas un président de la République qui n'ait pas voulu faire de la politique étrangère, et les diplomates qui peuvent expliquer comment donner une chance à une initiative. Alors restons sur les diplomates une minute, parce que là vous les décrivez comme des exécutants très habiles, qui vont être intelligents dans la mise en œuvre d'une politique étrangère qui est décidée à l'Élysée. Je suis pas sûre que ce soit complètement vrai, parce que il me semble qu'au Quai d'Orsay, il y a des courants parfois divergents, enfin que les diplomates eux-mêmes ont des idées. On vous a d'ailleurs vous-même, Gérard Haraud, qualifié de néoconservateur à une certaine époque. Je ne sais pas si on a besoin de rentrer dans les détails, si vous êtes d'accord avec cette étiquette. Ma question est plutôt la suivante. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, depuis plusieurs décennies, il y a des courants de politique étrangère, principalement au Quai d'Orsay, peut-être ailleurs dans les think tanks, de la même manière qu'on en a aux États-Unis, où on parle de réalistes et de libéraux, d'idéalistes, et ça dessine des écoles très précises. Est-ce qu'on a la même chose en France? Alors d'abord, il faut rappeler que le diplomate, il met en œuvre, mais avant, il conseille. Il présente des options aux ministres, au président de la République, et c'est à eux de décider. Et j'insiste, vous pouvez immédiatement dire, ah oui, c'est la preuve que c'est vous qui faites passer finalement qui tirez les ficelles. Non. Personne n'a jamais tiré les ficelles de Laurent Fabius, Dominique de Villepin, Emmanuel Macron, etc., etc. Nous avons eu des présidents ou des ministres, des présidents et des ministres qui savaient où ils voulaient aller. Non, je récuse évidemment l'adjectif de néoconservateur, mais je vais vous expliquer un petit peu au fond l'origine. Et on a eu le moment gaulo-mitterrandien au Quai d'Orsay et en France. C'est ce moment qui a permis la guerre froide. Nous étions les braconniers de la guerre froide. Il y avait les soviétiques, les Américains. On était de très bons alliés des Américains en temps de crise, mais nous étions de temps en temps, nous nous permettions, si j'ose dire, des passades. Nous allions à Phnom Penh, nous allions à Québec, etc. Et nous avions le meilleur des deux mondes. Voilà, ça marchait assez bien. C'était peut-être un peu cynique aux yeux des autres, mais nous avions le parapluie américain et de temps en temps, quand il faisait beau, on allait se promener. Arrive l'effondrement de l'Union soviétique. Je crois qu'il y a eu un analyste qui a dit qu'il y avait deux vaincus de la fin de la guerre froide, l'Union soviétique et la France.
Parce que d'un seul coup, notre petit jeu n'avait plus de sens, il n'y avait plus qu'une superpuissance. C'est à peu près le moment où moi, j'arrive aux responsabilités. Et donc, voilà, on est obligé de travailler avec les Américains. Parce qu'il n'y a plus qu'eux. C'est l'hyperpuissance d'Hubert Védrine. Alors, on peut parfois s'opposer, mais l'exemple, évidemment, le plus beau est celui de l'Irak de 2003. Mais moi, je me rappelle, je reviens d'ambassade et je suis directeur général des affaires politiques en 2006. Je suis à une rencontre entre Jacques Chirac et George W. Bush, mais ils s'embrassent sur la bouche. C'est le grand amour, nous sommes les meilleurs alliés du monde, parce que nous nous sommes opposés sur l'affaire de l'Irak, mais ça n'a pas duré, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'option, de perspective dans une sorte d'opposition permanente à l'hyperpuissance. Or, nous sortons de cette période. Vous voyez, donc, nous sortons de cette période. Aujourd'hui, nous entrons dans ce monde multipolaire et donc il faudrait une nouvelle adaptation de la diplomatie française. La diplomatie ou la politique étrangère et la diplomatie, ce ne sont pas des doctrines, ce sont finalement des adaptations pragmatiques à la réalité des rapports de force. Les rapports de force sont en train de changer de manière spectaculaire. Eh bien, la diplomatie française doit aussi s'adapter de manière spectaculaire. Alors, je ne suis plus aux affaires, donc je ne participerai pas à cette adaptation vers ce monde multipolaire. Vous savez, Jacques Chirac appelait toujours au monde multipolaire. Au Quai d'Orsay, on était terrifiés, parce que le monde multipolaire, on savait très bien que c'était l'autre nom de la jungle. Donc, on entre dans une jungle. Il faut que la diplomatie française s'y adapte. On a vu donc, à propos de jungle et de nouveau monde, la National Security Strategy de Trump 2, qui est sortie le 4 décembre et qui semble annoncer en tout cas un monde de sphères d'influence et notamment cette grande hostilité envers l'Europe, en tout cas l'Europe libérale. Moi, je pense que c'est pas tant un abandon de l'Europe auquel nous assistons de la part de l'administration Trump, mais un déplacement de l'alliance du versant libéral au versant populiste d'extrême droite. Il se trouve que, comme vous le rappeliez, j'ai écrit une histoire de la diplomatie française dans l'entre-deux-guerres. Et à partir de cette expérience, je ne trouve pas que la stratégie nationale de sécurité de Donald Trump soit vraiment révolutionnaire ou contraire aux traditions américaines. On oublie souvent que jusqu'en 1941, jusqu'à Pearl Harbor, non pas lorsqu'on dit en général les États-Unis entrent en guerre, non pas du tout, ils n'entrent pas en guerre, ils sont tirés dans la guerre, ils sont jetés dans la guerre contre leur volonté par le Japon et puis par l'Allemagne. Eh bien, ces Américains nous ont dit pendant 20 ans, de 1920 à 1939, nous ne voulons pas nous mêler des affaires européennes, et d'ailleurs Adolf Hitler, ce n'est pas notre problème, tout ce que nous vous demandons, c'est de rembourser les dettes de guerre. C'était vraiment nous prendre à la gorge. Quand même, il faut savoir que pendant 12 ans, la France a été exclue de la bourse de New York, alors que les Allemands y trouvaient tous les financements nécessaires, parce que nous étions en retard sur le paiement de nos dettes de guerre. Et par ailleurs, les États-Unis avaient transformé l'Amérique latine en un terrain de chasse. Si vous regardez la liste des interventions militaires américaines dans l'entre-deux-guerres, c'est ahurissant. Ils ont gouverné Haïti pendant 14 ans, ils ont occupé Mexico City, ils ont occupé Saint-Domingue, etc., etc. Donc, je crois que, pour aller dans votre direction, je crois que finalement, la vision de Trump est une vision cohérente, qui correspond à des traditions américaines. Le fait nouveau, je dirais, c'est ce côté idéologique. Alors, en même temps, vous pouvez dire, en bon diplomate, j'ai tendance à tout transformer en sirop d'orgeat, mais en même temps, vous pouvez dire que l'ingérence américaine dans la politique intérieure des pays européens, c'est pas très nouveau, hein. Alors, ça se faisait contre le Parti communiste dans les années 1940, en particulier en Italie et en France. Ça se faisait contre le général de Gaulle au début des années 1960. Donc voilà, les Américains n'ont jamais reculé devant l'ingérence, au nom d'ailleurs d'une idéologie. Et j'ajouterai un point en plus, les Américains, depuis la chute du bloc soviétique, n'éprouvent aucune sympathie pour l'Union européenne, hein, aucune. Moi, j'ai passé 20 ans de ma carrière à me battre pour la défense européenne et j'ai toujours eu en face de moi les Américains. Les Américains veulent, évidemment, et c'est leur intérêt national, avoir une Europe divisée. C'est beaucoup plus facile de tordre le bras de 27 pays plutôt que d'en avoir une seule entité. Vous voulez dire que sous Obama, ou il y a plus longtemps sous Clinton, ou sous Biden le plus récemment, lorsqu'on entendait les diplomates américains dire qu'une Europe forte était bénéfique pour l'Amérique et qu'il fallait que l'Union européenne soit forte, c'était pas vrai? Non, enfin, ils ne le pensaient pas. Enfin, c'est-à-dire, ça dépendait de leur conception de l'Europe forte. La conception de l'Europe militairement forte, c'était une Europe qui achetait beaucoup d'armes américaines et qui était sous le commandement de l'OTAN, sous le commandement américain de l'OTAN. C'était ça pour eux, une Europe forte. Je pensais que parfois ils disaient même une Union européenne forte.
Donc là, on était plus sur le terrain Oui, là, économique. je dois avouer que, économiquement en plus, évidemment, qu'ils ne pouvaient pas accepter que l'Union européenne apparaisse comme un concurrent des concurrents des États-Unis. Ils voyaient l'Union européenne forte, c'était au fond une zone de libre-échange ouverte au vent transatlantique. Je voudrais quand même dire que depuis 45, depuis 41, Ouais. donc nous avons eu une Amérique qui était quand même globalement attachée, en tout cas, à une alliance transatlantique contre le reste du monde. Ça semble changer. Il y a aussi quand même, et là, vous qui êtes diplomate, vous devez quand Ouais. même le voir, cette brutalité des propos, cette hostilité idéologique, mais exprimée de manière quand même très peu diplomatique dans Non, le tout texte d'abord, américain. de nouveau, comme je l'ai dit, il y a d'abord cet aspect idéologique, le soutien à l'extrême droite, et deuxièmement, il y a la méthode Trump. Et la méthode Trump, c'est une sorte de brutalité. Vous avez des États-Unis qui n'ont pas besoin de feuilles de vigne et qui affirment franchement, brutalement, que ce sont les rapports de force qui comptent. Alors, de nouveau, la méthode, ça a de l'importance. Je dis souvent que Mme Kamala Harris nous aurait fermé la porte poliment au nez en nous disant c'était bien, au revoir, alors que Trump nous claque la porte sur les doigts et ça fait très mal. Là, je suis d'accord, la méthode compte, mais sur le fond, et là peut-être que nous ne sommes pas totalement d'accord, moi j'ai quand même l'impression que les États-Unis quittent l'Europe, qu'au fond, pour eux, nous sommes une périphérie du monde, nous ne sommes plus l'essentiel, parce que c'est pas chez nous qu'il y a la croissance. 2% de croissance en Europe, nous crions youpi lala. 5% de croissance en Chine, c'est une crise. Ce n'est pas chez nous, et ça c'est important, vous connaissez les États-Unis, ce n'est pas chez nous qu'a lieu la révolution technologique. Et ça, pour les États-Unis, c'est essentiel, et c'est pas chez nous qu'il y a la menace. Parce que pour les Américains, la Russie n'est pas une menace. La Russie est un problème, it's a pain, c'est un problème, mais la menace, évidemment, elle est en Chine. C'est la Chine, la Chine, la Chine. Vous savez, je me rappelle une interview d'Obama donnée à The Atlantic au moment où il quittait le pouvoir, où il disait très clairement, l'avenir du monde se décidera entre Los Angeles et New Delhi. Et donc, vous pensez que toutes les ingérences promises par cette administration Trump dans la politique intérieure des États européens, par des ententes avec les partis d'extrême droite, enfin ils disent partis patriotiques dans le texte, vous pensez que ce sera très secondaire pour eux, qu'on n'a pas à craindre grand-chose ? Je n'en sais rien, parce que c'est l'aspect nouveau. Vous savez, quand on fait des comparaisons historiques, elles ont des limites par définition. Les temps ont changé, rien ne se répète exactement. Et là, vous avez, comme je l'ai reconnu, et comme vous le disiez, il y a un élément nouveau, cet aspect idéologique. En même temps, je vois mal comment, alors les États-Unis peuvent à la marge dire à M. Orban, tu auras mon pétrole, ils peuvent à la marge, mais honnêtement, étant donné les opinions publiques européennes, qui sont quand même peut-être tentées par l'extrême droite, mais pas très attirées par Donald Trump, je vois mal les moyens que pourraient utiliser les États-Unis pour tout casser. Ils deviennent un problème pour nous, ils vont essayer d'appuyer sur là où ça fait mal. Par exemple, supposons que l'extrême droite arrive en France, elle va se précipiter non pas à Bruxelles et à Berlin, comme d'habitude, si j'ose dire, comme l'ont fait tous les partis précédents, mais elle risque de se précipiter à Moscou et à Washington. Mais d'une certaine manière, que peut offrir l'administration Trump, qui est vraiment une influence qui conduise finalement à une fracture sérieuse au sein de l'Union européenne ? Je ne sais pas. Je sais en tout cas que Jordan Bardella et Marine Le Pen ont été reçus par l'ambassadeur des États-Unis à Paris la semaine dernière, ce qui est quand même inhabituel, vous diriez ? Oui, c'est en effet assez inhabituel. Les ambassadeurs américains, jusque-là, évitaient de rencontrer les extrêmes, des deux côtés d'ailleurs, de l'échiquier politique. Et pour revenir à cette question de l'Europe ou de l'Union européenne, dans ce nouveau monde qui se dessine de sphères d'influence, où on a tout à coup une Amérique qui passe par-dessus notre continent pour parler directement aux Russes, ou en tout cas se montrer dans un alignement idéologique avec la Russie de Poutine, quelle serait la meilleure attitude que l'Europe devrait ou pourrait avoir aujourd'hui ? Quand je dis Europe, je laisse un flou volontaire entre Europe militaire et Union européenne. Moi, mon flou serait Union européenne ou France. Ah bon, comme vous mais voulez. Je dirais, prenez l'avion et allez à Jakarta, allez à New Delhi, allez à Bogota, allez à Mexico City. Parce qu'on oublie, parce que voilà, on pense uniquement Russie, États-Unis
et Chine, mais il y a 190 autres membres des Nations Unies et des pays qui sont très importants. Et ces pays, ils ne veulent pas être pris entre l'enclume chinoise et le marteau américain ou l'enclume russe et le marteau américain. Ils sont attachés à un certain respect du droit international parce que c'est leur intérêt, comme c'est notre intérêt. Et donc, l'Union européenne ou la France, nous ne sommes pas des puissances révisionnistes, nous ne sommes pas des puissances géopolitiques, et donc nous pouvons aller les voir et leur dire nous avons des intérêts communs. Mais alors, il y a quand même une condition à cela, et c'est pas une condition qui est simple pour les Européens, je l'avoue, c'est que le reste du monde en a assez du soldat américain et du missionnaire européen. N'est-ce pas? Il en a assez d'être bombardé par les Américains et objet d'objurgation morale de la part des Européens. D'autant qu'ils considèrent que ces objurgations sont d'une certaine hypocrisie. Vous savez, un jour, je faisais un discours aux Nations Unies, évidemment sur instruction sur les droits de l'homme à Cuba, et à la sortie, l'ambassadeur de Cuba, qui parlait un français absolument parfait, qui citait des centaines de vers de Victor Hugo, est venu me voir en me disant « Gérard, c'était formidable ton discours, quand tu fais le même sur l'Arabie Saoudite, tu m'appelles ». Et évidemment que je n'ai jamais fait de discours sur les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Donc le reste du monde en a un peu assez de nos deux poids, deux mesures. Donc il faut y aller avec une certaine humilité. Il faut y aller avec humilité, il faut y aller aussi en acceptant que certains de leurs intérêts ne sont pas les nôtres. Par exemple, l'Inde. Moi, si j'étais le Premier ministre indien, évidemment que j'achèterais du gaz russe ou du pétrole russe. Il me fait une bonne petite ristourne et en plus, je peux le payer en roupies. Ce qui fait que les Russes ne savent pas quoi faire des masses de roupies qui s'entassent dans les banques de New Delhi. Évidemment qu'il faut l'accepter. Il ne sert à rien de pousser des hauts cris en disant c'est scandaleux parce que les Indiens peuvent dire, vous savez, quand on a eu la guerre avec le Pakistan, vous n'étiez pas là non plus. Et au fond, c'est la diplomatie classique. Et cette diplomatie classique, nous devons la déployer et nous avons, je dirais, tout ce vaste monde avec des pays qui sont maintenant des puissances. L'Indonésie, c'est 250 millions d'habitants. L'Inde, inutile de l'affirmer, mais vous avez aussi des pays, le Mexique, de nouveau la Colombie et d'autres. Revenons maintenant aux États-Unis. Je voudrais vous demander déjà si vous avez rencontré Donald Trump et ce que vous en avez pensé. Oui, j'ai rencontré Donald Trump, principalement derrière le président de la République, si je dois décrire ainsi les entretiens, parce que lorsque le président de la République a effectué une visite d'État à Washington, le premier à être invité par Donald Trump en avril 2018, et il rencontrait Donald Trump à chaque Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Est-ce qu'il est charismatique? Est-ce qu'il est imposant, effrayant? Alors, pour quelqu'un comme nous, ça n'a aucun sens. Nous avons en face de nous quelqu'un qui n'écoute pas, qui répète toujours les mêmes phrases, qui avance des contre-vérités tellement manifestes qu'on en reste complètement confondu, n'est-ce pas? Je me rappelle un jour, Donald Trump dit au président de la République « Mais pourquoi vous ne mangez pas des OGM ?» Alors le président de la République, un bon français, point 1, point 2, point 3, point 4, c'était impeccable. Donald Trump n'avait absolument pas écouté et il dit d'un seul coup, « Parce que nous, on mange des OGM et on a une meilleure espérance de vie que vous. » Or, tout le monde sait que l'espérance de vie des Européens est entre 4 et 5 ans plus longue que celle des Américains. On ne peut pas le contredire dans ces situations. Le président de la République n'allait pas argumenter sur l'espérance de vie, vous voyez. Donc, je me rappelle, à la sortie de cet entretien, j'avais dit au président, parce que là, vraiment, ça avait été assez space, je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous en tirez? Et il m'a dit, mais Gérard, il n'y a rien à en tirer, mais c'est l'homme le plus puissant au monde. Alors, mais pour continuer sur le charisme, parce qu'il y a ce côté un peu foutraque de quelqu'un qui échappe à tous les critères de vérité, critères de courtoisie, critères de dignité. Et puis, j'ai assisté à des meetings populaires, et là aussi, pour quelqu'un comme moi, ça n'avait pas de sens. Il disait des énormités, j'ai dit à Angela, etc. Puis jamais la situation économique américaine a été si bonne. Mais vous assistez, et c'est là qu'on peut conclure qu'il est vraiment charismatique, à l'enthousiasme de l'assistance. Mais vraiment, l'enthousiasme. À certains moments, ils se mettent tous à chanter « We love you, we love you ». Et vous connaissez les Américains, ils sont très gentils. Et à la sortie, donc, on pouvait discuter avec eux. Il n'y en a pas un qui m'ait jamais dit « Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est son programme ». Non, pas du tout. C'était « He's our guy ». Il est comme nous, c'est notre homme, il nous défend. Il y a vraiment quelque chose de profondément affectif. C'est difficile à dire, ça c'est la première chose, l'affectivité.
Une autre fois, j'ai rencontré des Américains et en gros, il y a un moment, il y a un Américain qui me dit: «Bah oui, on sait bien que c'est un escroc. Ah oui, on sait bien qu'on ne lui confierait pas notre petite fille», mais il fait un doigt d'honneur au New York Times. Mais oui, Et c'est le côté anti-élite c'est là. Et qu'il là, incarne. voilà, ça, ce côté anti-élite qu'on voit encore en France à l'heure actuelle, ces jours-ci, sur ces questions vétérinaires, il y a cette haine des élites. Et le génie de Trump, justement, c'est de montrer, finalement, qu'il fait, comme dirait ma mère, il fait rager les élites. Et ça, c'est bien. En tout cas, c'est réussi. Mais parlons un peu d'avenir. On commence à dire, mais on l'a dit tellement de fois depuis 10 ans que Trump est arrivé dans le paysage politique américain, que sa base commence à se détourner. Il y a l'affaire Epstein, il y a l'inflation, enfin affordability, la question du coût de la vie. Il y a aussi toute sa suractivité sur le terrain international qui énerve un peu sa base parce qu'ils l'ont pas élu pour qu'il aille régler les problèmes du Moyen-Orient. On commence donc à dire que, peut-être que les élections de 2026 vont pas si bien se passer que ça pour les Républicains. Bon, on n'a pas de boule de cristal, donc on n'en sait rien. Ma question est peut-être plus large. Vous connaissez donc très bien les États-Unis. Vous voyez pourquoi Trump a été élu la première fois et réélu en 2024. À votre avis, comment les États-Unis vont se sortir de ce moment politique si anormal ? Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir à une certaine tradition plus apaisée ? Alors d'abord, pour l'élection de 2026, sur les 50 dernières élections, l'administration en place n'en a gagné que 2. Donc disons, alors en plus Trump n'est pas très populaire, la situation de l'inflation devient préoccupante, donc il y a quand même beaucoup de raisons. Et j'ajouterai encore, dernière remarque, il n'a une majorité que de 3 sièges ou 4 sièges à la Chambre, donc il y a de fortes chances qu'il perde une ou les 2 chambres, et là, ça aura quand même des conséquences très fortes. Deuxièmement, moi, ce qui me frappe dans le trumpisme, mais c'est la même chose pour tous les mouvements populistes, parce que souvent j'insiste en disant, mais prenez Trump aussi comme une sorte de modèle que vous pouvez appliquer, avec évidemment circonstances nationales, vous pouvez appliquer dans toutes les démocraties libérales. Donc, au fond, Trump a créé une nouvelle droite. Le Parti républicain, le Parti conservateur, comme vous le savez, c'était le parti, par exemple, du libre-échange. Tous les accords de libre-échange ont été votés par les républicains contre les démocrates, le parti des syndicats. C'était le parti de l'austérité budgétaire. De l'orthodoxie budgétaire. De l'orthodoxie, exactement. De l'orthodoxie budgétaire. Et c'était le parti de la politique étrangère active. Alors, on est allé jusqu'aux extrémismes du néoconservatisme, mais ça a toujours été la politique. C'était les meilleurs amis de l'OTAN à Washington, c'est le Parti républicain. Et là, vous avez un Trump qui a mis la main sur le Parti républicain et qui en a changé totalement l'ADN, ou le logiciel, si vous voulez. Ça devient un parti isolationniste, ça devient un parti protectionniste, et ça devient un parti en pleine croissance budgétaire. On a quand même un déficit budgétaire qui va sans doute atteindre les 7%. Et la dette américaine explose. À côté, la dette française, c'est vraiment de l'amateur. Et donc, vous avez une nouvelle droite. Or, il se trouve, si vous examinez les autres pays, les autres démocraties libérales, vous voyez que les droites évoluent un peu dans le même sens. Vous voyez, la droite en France, elle était pro-européenne, elle devient eurosceptique. Enfin, vous voyez, et les thèmes du protectionnisme sont repris par tous. Donc, vous avez finalement, peut-être à l'échelle des démocraties libérales, apparaît une nouvelle droite. Et la question que je me suis posée, logique, c'est: est-ce qu'il y aura une nouvelle gauche ? Parce que, alors ça paraît un peu loin de votre question, mais c'est la nouvelle Amérique, ça veut dire de convaincre les électeurs qui ont voté pour Trump de voter pour les démocrates. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une nouvelle offre politique à gauche chez les démocrates aux États-Unis ou à gauche chez nous ? Et force est de reconnaître que pour le moment, il n'y en a pas vraiment. Bon, il y en a 2 extrêmement différentes, si on prend les démocrates modérés et les démocrates radicaux. Exactement. Et alors en plus, nous sommes, en particulier aux États-Unis, vous le savez, il y a la question fondamentale de l'incarnation dans une personne. Et pour le moment, personne vraiment n'incarne comme ont pu d'un seul coup l'incarner Bill Clinton ou Obama. Aujourd'hui, il y a le gouverneur de Californie. Je ne sais pas pourquoi, j'en doute un petit peu. Oui. Parce que d'abord, il est de Californie, ce qui ne le rend pas très populaire dans le reste du pays. En plus, il a quand même un physique de tellement grand bourgeois démocrate que je ne suis pas sûr que ça puisse opposer populisme de gauche à populisme de droite. Et alors que derrière Trump, vous avez pas mal de monde. Vous n'avez pas seulement J.D. Vance. On n'en parle pas assez, à mon avis. Vous avez son fils, vraiment. Don Jr. Ah oui, Donald Jr. Il est charismatique, lui, pour le coup ?
Je ne l'ai jamais vu, mais il est là. Il est là, il est très actif. Et puis, vous avez plein de petits Trump, de mini-Trump, parce que tous ces gens-là se sont dit, finalement, ça marche de faire du Trump, et j'essaye de faire du Trump. Mais donc, moi, je vois à droite, le courant va se poursuivre dans les mêmes thèmes, qui sont en plus, comme je le répète, des thèmes qui sont ancrés dans l'histoire américaine. On oublie de nouveau le protectionnisme américain dans l'entre-deux-guerres. C'était des taux de droits de douane de 20 à 30%. Les frontières américaines totalement fermées. Les Juifs qui fuyaient l'Europe centrale, ils ont pas été accueillis aux États-Unis. On a des histoires assez tragiques de paquebots qui allaient jusqu'aux États-Unis et qui devaient en revenir. Mais du côté de la gauche américaine, il n'y a pas de Roosevelt. Vous voyez, on ne voit pas arriver avec une nouvelle offre, et vous avez toujours cette division profonde. Alors ici, en France, on parle du wokisme, c'est une blague, il n'y a pas de wokisme en France. Mais en revanche, aux États-Unis, vous le savez mieux que moi, il y en a. Et vous avez au centre... Donc, il est un peu en perte de vitesse quand même aux États-Unis. Oui, il est en perte de vitesse, mais ça, au centre, pour les centristes américains, c'est dur à avaler. En même temps, on voit, les démocrates ont remporté les élections municipales à Miami pour la première fois depuis 40 ans, et toutes les élections locales, ils les gagnent. Toutes les élections locales, ils les gagnent. Donc peut-être que les démocrates réussiront à l'emporter, même sans avoir d'offres bien identifiées. On a en effet l'impression que les démocrates ont un peu le vent dans les voiles en ce moment. Et oui, vous avez tout à fait raison, il leur manque une incarnation charismatique, là encore, qui finalement réglerait leurs problèmes de programme. Parce qu'en fait, la personne qui réussirait à séduire les foules pourrait vendre un programme démocrate un peu... Exactement, parce que comme vous le savez, aux États-Unis, on n'est pas élu sur un programme. On est élu sur un sur charisme. Une personne, sur un charisme. Et donc, il faut savoir, est-ce que cette classe politique américaine qui se renouvelle vraiment remarquablement, est-ce qu'elle trouvera là aussi du côté démocrate le candidat susceptible de l'emporter? Peut-être que Donald Trump restera président en 2029. Nous le verrons, mais voici arrivé le moment de ma toute dernière question. Je vous ai déjà promis au début. Avez-vous déjà une idée de thème pour votre prochain livre ? J'adore. Vous savez, je suis un professeur d'histoire rentré. Moi, je voulais faire de l'histoire, mais j'étais à une époque où c'était les parents qui choisissaient. Vous avez juste fait Polytechnique et l'ENSAE et l'ENA, je crois. Voilà, exactement. Et j'étais le bon élève type avec lunettes et boutons. Donc, j'ai écrit cette histoire de la diplomatie française de l'entre-deux-guerres. Je me dis, tiens, pourquoi ne pas continuer finalement à rebours de parler de la diplomatie française avant 1914 ? Moi, je trouve ça passionnant. Donc, en remontant à quelle date 1871. Ça serait 1871. Ça me permettrait d'avoir un troisième livre de 1815 à 1871. 1871. Mais pour faire un livre, puisque au fond, je ne suis pas un historien, je prétends pas d'être un historien. J'écris des essais, et donc ce qui veut dire il faut que j'ai un point de vue. Et donc, je dois vous avouer, donc, si les auditeurs ont des idées, j'aimerais avoir un point de vue, si j'ose dire, sur la diplomatie française alors, soit 1871-1914, soit simplement l'entrée en guerre de la Première Guerre mondiale. Mais vous savez, au moment du centenaire 2014, il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis, notamment Les Somnambules, qui a été un succès mondial. Oui. Donc, il faut que je lis beaucoup. Alors, j'avais déjà beaucoup lu en 2014, j'avais écrit 2 très longs articles dans la revue Commentaire, mais j'ai besoin d'écrire. C'est un besoin quasiment physique. Donc, j'écrirai un livre, même s'il n'y a que 500 lecteurs. Mais nous allons demander aux auditeurs, je demande aux auditeurs s'ils ont des idées de nous les transmettre. Nous les ferons suivre à l'ambassadeur Haro, que je remercie pour cette discussion extrêmement intéressante. On a réussi à couvrir pas mal de sujets. Merci beaucoup Gérard. Mais c'est un plaisir, Laurence. Et aux auditeurs, je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous début janvier avec Romain Dessalles. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.